Bonjour à tous, je suis Thomas Mourier et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 20e live sur Bubble, cette fois en compagnie de Si qui vient nous parler de sa BD Radium Girls qui est parue chez Glénat dans la collection Karma cet été. Bonjour Si. Salut. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. On va parler du livre. Je vais résumer quand même un tout petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu les annonces et les résumés que j'ai fait sur Bubble ou sur 9e art. Donc c'est un livre qui raconte la vie et le combat d'ouvrières qui travaillaient dans des usines de cadrans, de montres ou d'horloges qui ont été contaminées au radium qui était contenu dans la peinture et qui vont progressivement tomber malades et surtout s'organiser pour essayer d'attaquer en justice leurs anciens patrons et tout ça dans une atmosphère de l'Amérique des années 20 où le droit de vote n'est même pas encore là pour les femmes. Donc voilà pour la toile de fond de cet album, mais on va en parler plus en détail ensemble. Je rappelle si aussi que tu es l'autrice de deux albums, Le vrai sexe de la vraie vie, publié chez Lapin, et Océanide, un livre-objet chez Polystyrène. Yes. Donc, ouais, pardon. Bienvenue. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse du projet? De Radium Girl. Oui. Parce que la jeunesse de ma propre vie, ça va être un peu long. La genèse du projet, alors je suis tombée sur cette histoire dingue au détour d'un feed Twitter. Je suis tombée sur un article où il y avait marqué Radium Girl. Ça a été tellement catchy que j'ai cliqué dessus. Et puis j'ai découvert cette histoire qui était dingue de ces femmes qui se sont battues en fait et en plus surtout avec pas n'importe quoi quand même, avec du radium. Enfin, Ouais. c'est vraiment, surtout quand on fouille cette histoire, c'est une histoire astrate quoi. Enfin, ça, plus on creuse, pire c'est. Donc vraiment voilà. Et donc quand j'ai découvert ça, je me suis pas tout de suite dit que c'était allé faire une bande dessinée, hein. On n'est pas touché par la grâce tous les 4 matins, sinon on se retrouverait à faire des BD pour 2000 ans. Mais voilà, en fait, cette histoire m'a quand même marquée en fait, et c'est passé. Enfin, j'ai continué ma vie, et puis au final, c'est des bonnes rencontres, des bonnes discussions avec d'autres gens qui euh, qui m'ont fait dire que Radium Girl, ça pourrait faire une BD en fait, tout simplement. Et donc, notamment une discussion avec Guy Delisle qui m'a dit: mais pourquoi t'en fais pas une BD? Voilà. Et voilà. Et au final, la genèse, c'est ça, c'est une histoire de dingue, et après, la petite idée qui se dit: ah, mais peut-être que ça pourrait s'y prêter à un récit en bande dessinée. Et puis voilà. Bon, ça n'a pas été aussi simple que ça, hein, quand même. Et après, il fallait monter le dossier, aller chercher la maison d'édition, négocier ses contrats. Voilà, ça, c'est chiant, hein. Mais c'est ce qu'on doit faire quand on fait de la bande dessinée. Voilà. Et du coup, avant de parler un peu du parcours de combattant, de monter un dossier et tout ça, comment d'abord tu as sélectionné un peu ta documentation pour vraiment connaître, enfin comprendre ce qui s'est passé autour de ces filles? Alors, ouais, ça a été une grosse part parce que je suis toute seule dessus. Je suis Ouais. pas, j'ai pas de scénariste avec moi ou autre. Donc il a fallu que, c'est clair, avant de monter un dossier, avant de faire ça, il faut avoir un socle solide de quelle tranche on parle, de quelle tranche de la population on parle, et cetera. Donc là, en l'occurrence, ces femmes, elles faisaient partie de la middle class des années 20, et il a fallu faire la recherche historique, et il a fallu faire la recherche aussi graphique. Et ça, c'est deux gros pôles. Donc pour historique, il a fallu que je potasse forcément. En fait, alors je l'ai écrit à la fin de mon livre parce qu'en fait, je me suis basée sur un livre de Kate Moore. Oui. Attention, je vais vous dégainer mon plus bel anglais. Alors, The Radium Girls, The Dark Stories of America's Shining Woman, voilà, c'était ma plus grosse base de travail de Kate Moore, qui a fait un travail de fond, qui a récupéré même leurs journaux intimes, etc. Et après, j'ai croisé tout ça avec, par exemple, les unes de journaux de l'époque. J'ai dû retracer, par exemple, où elles sont nées, où elles sont mortes. Enfin, voilà, bref. C'est tout, plein de docs, et j'ai tout compilé pour essayer de voir les trames de vie, en fait, tout simplement. Et après, pour la documentation graphique, là encore, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que
Moi, je me suis dit, ah, les années 20, The Great Gatsby, ça va être trop bien, les robes à franges et tout. Et sauf qu'en fait, dans le middle class, pas du tout. Mais pas du tout. Dans le middle class, elles avaient à la limite une robe de bal et voilà, toute leur vie, limite. Enfin, faut pas déconner, mais elles avaient, bah, en fait, voilà, elles avaient genre, je sais pas, 4 hauts, 4 bas. Elles étaient ouvrières, elles n'avaient pas du tout un haut niveau de vie, même si elles avaient, en l'occurrence, ces Radium Girls, un meilleur niveau de vie que leurs semblables féminines dans les usines. Donc, il a fallu en fait défricher mes stéréotypes, mes clichés, pour faire la place à une iconographie qu'on ne connaît pas tellement au final. Parce que l'iconographie qui reste, qui perdure, c'est l'iconographie des gens bourgeois, des gens qui ont de la thune, qui peuvent se permettre de marquer l'histoire, voilà, qui est visiblement, voilà. Donc c'est ça qui a été, je pense, assez dur. Puis avec, voilà, j'en parle souvent aussi des questions du genre, mais à quoi ça ressemblait un cabinet de toilette des années 20? Est-ce qu'elles avaient de l'électricité? Mais si oui, il y avait déjà de l'électricité, mais est-ce que l'électricité dans les foyers middle class était déjà arrivée? À quoi ressemble une poignée de porte années 20? Voilà, enfin, des choses comme ça. Et après ça, c'est plus au cas par cas. Voilà, tu te poses cette question quand tu es devant ta case en faisant merde, merde. Donc voilà, c'est toute cette doc-là, mais la partie graphique, j'avoue l'avoir fait plutôt dans un second temps, quand j'avais déjà signé signé Radium Girl. La partie historique, par exemple, sur le fond, etc., ça arrivait avant. Oula, si je commence à te faire des réponses aussi, aussi longues, on n'est pas gars. Non, non, c'est On va y super rester 2 intéressant. heures. C'est super intéressant. Et du coup, justement, pour la partie graphique, tu dis que tu t'y es intéressé un petit peu après, mais est-ce que tu avais déjà eu l'idée du traitement au crayon de couleur Enfin, quand on ouvre l'album, c'est ce qui nous frappe tout de suite, là, c'est ces couleurs un peu même phosphorescentes. Tu as joué sur des niveaux de luminosité. Est-ce que ça, déjà, tu l'avais au début? Ouais, oui. Quand, en fait, je voulais depuis un moment travailler au crayon de couleur parce que bah, j'avais développé ce médium à l'école. En fait, j'avais fait un dossier, je me souviens, et j'avais adoré utiliser ce principe de superposition de couleurs, en fait. Et j'avais commencé, je travaillais un peu à côté, j'avais fait des illustrations dans le vrai sexe de la vraie vie au crayon de couleur. Et je sais pas, quand j'ai pensé les Radium Girls, je les ai vus automatiquement avec ça, avec ce traité-là, avec ce grain-là, en fait. J'avais une sensation que. Puis en fait, et aussi avec ce nombre, avec ce camailleux resserré, ce camail violet, il fait me limite penser un peu au sépia, mais tu sais, au sépia en violet, quoi. Et j'avais envie voilà, de travailler ça pour que. Je pense que c'était une histoire qui méritait du grain, tu vois, du corps, quoi. Et Donc ouais, j'avais déjà bossé ça. Ouais, donc tu avais déjà bossé ça dans le dossier de présentation. Et ton livre arrive dans une nouvelle collection, la collection Karma. Est-ce que tu as beaucoup travaillé avec Aurélien Ducoudray qui donc dirige cette collection? Est-ce que vous avez eu beaucoup d'interactions? Ouais. Bah, en fait, on a eu beaucoup d'interactions, surtout au début. Ça veut dire que Aurélien, moi, je connaissais son travail, mais je le connaissais pas personnellement. Et en fait, moi, le premier jet des Radium Girls n'était pas du tout sur la même trame. Ça veut dire qu'on s'est intéressé à une Radium Girl et c'était assez linéaire. C'était de la biographie qu'on pourrait dire pure. Mhm. Et moi, en ayant Aurélien Ducoudray au téléphone, en plus, on restait longtemps au téléphone à chaque fois. Il me disait, écoute, je sais pas où tu veux. Enfin, il m'a dit, moi, je sais pas ce qu'on pourrait en faire, mais moi, la biographie pure, à l'instant T, ça m'intéresse assez peu. En fait, il m'a dit, je pense que tu peux aller plus loin, tu peux aller ailleurs, tu peux en faire quelque chose de différent. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai développé l'arc narratif qui est. Enfin, la narration se tourne surtout sur le groupe de filles plutôt que sur une héroïne frondeuse et seule, parce qu'en l'occurrence, ça aurait été faux. Les Radium Girls, elles étaient plusieurs et elles ont fait front, elles ont essayé de faire front ensemble. Donc c'est plutôt en fait le fait de dévier le prisme de l'héroïne au groupe de femmes, aux dynamiques dans un groupe de femmes. C'était plus intéressant et c'était vraiment très enrichissant en fait d'avoir quelqu'un qui dit juste tu peux faire mieux, non? Et il avait raison. Oui, il y avait un petit côté de challenge. Et du coup, le fait d'avoir récupéré plusieurs personnages, est-ce qu'à chacune, tu leur as tracé un peu une ligne de vie et tu as essayé de mettre des moments
particuliers dans ton histoire. Comment tu as bossé pour les intégrer toutes, en fait? Alors, ben, en fait, c'est vrai que quand tu commences à avoir 6 personnages principaux, en plus, moi, c'était la première fois que je faisais une longue story. Ça veut dire qu'avant, je faisais que des enfin, des histoires courtes qui faisaient des espèces de bribes. Voilà, avec le vrai sexe de la vraie vie, c'est 10 pages maximum. Voilà. Là, il fallait que je crée un groupe qui soit cohérent en plus et qui soit. En fait, même si elles ont toutes existé, hein, les filles que j'ai dessinées dedans, elles ont toutes existé. Mais il fallait que je leur donne du corps, quoi. Que ça soit que donner un peu de relief. Donc c'est vrai que ça a été. C'était un peu dur parce que je voulais pas en faire un truc manichéen. Je voulais pas faire et la drôle et la frondeuse et machin parce que ça n'existe pas en fait Oui. dans un groupe. Ce qui est intéressant, c'est les personnalités différentes, mais les personnalités, elles sont pas juste deux facettes, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça a été, j'ai beaucoup apposé les caractères de certains personnages sur mes potes. En fait, enfin, c'est plutôt mes potes que j'ai apposé sur les personnages en me disant, il y a rien de mieux. En fait, je pense que c'est un truc dont il faut se souvenir pour éviter d'avoir des personnages manichéens. Prends une personne que tu connais parfaitement et appose ton personnage dessus et t'es sûr que ton personnage, il sera vrai. Donc voilà, ça fait beaucoup rire mes amis qui sont en mode genre ah non mais c'est la meilleure, c'est pour ça et tout. Et du coup, comment t'as donc t'as eu ces 6 destins Ouais. à raconter, l'histoire de leur combat, expliquer un peu la mise en scène. Est-ce que sur les 120 pages, c'est toi qui t'es fixé cette limite? Comment t'as découpé en fait ton album pour arriver à ces 120 pages? Alors les 120 pages, je sais plus comment en fait globalement en fait la collection elle va tourner toujours autour de ce nombre de pages là, de ce que j'ai compris. Moi 120 pages au début j'avoue que enfin c'est très dur de quantifier le nombre de pages sur Et une oui. histoire comme ça. Souvent quand tu arrives en maison d'édition, ils te font bon, tu veux en faire combien de pages et t'es en mode genre je sais pas. Hmm. je, je sais pas, tu me donnes assez d'argent pour combien de pages lol. Faut quand même être honnête. Donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Euh, comment j'ai découpé? En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était donc donner du corps à ces femmes et pas en faire une BD PowerPoint. Hmm. Je voulais pas qu'on fasse un truc. Elles sont très bien, hein, les BD qui sont très explicatives et tout, mais j'avais pas envie de faire ça. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on n'entend pas parler de Marie Curie dedans, parce que Hmm. en fait, le focus, il se fait uniquement à travers le groupe de femmes. Et ces femmes, il y a de fortes chances qu'elles ne savaient pas qui c'est Marie Curie, quoi. Qui c'est, qui a. Enfin, genre, par exemple, moi, je porte un pull, je ne sais pas qui est le designer de ce pull. Hmm. Donc voilà, globalement, c'est un peu ça. Et, et donc, je me perds dans la question. Donc oui, et après, donc comment séquencer? Et ça a été un peu. Enfin, globalement, c'est l'éditeur qui m'a dit bon, bah voilà, ça sera à peu près 120 pages. Et après, bah, tu essayes soit de rentrer un peu au chausse-pied, soit tu essayes de. Enfin, moi, je sais que je me suis polarisée sur faire vivre ses filles. Et par exemple, tout le spoiler, tout le moment du procès passe assez vite parce que je trouvais que ça risquait de casser le récit. En fait, on me l'a pas mal reproché en me disant ça va très vite au niveau du procès, on veut savoir. Ouais, mais en fait, en vrai, au niveau du procès, tout ce qui nous intéresse, c'est la finalité. Et Hmm. la finalité, c'est que c'est la merde. Donc voilà, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir l'évolution de ces femmes à travers des points clés et surtout l'évolution de leur relation à travers des points clés, en fait. Ouais, c'est un peu ça aussi. Du coup, je voulais t'interroger sur la couverture. On les voit riantes et ensemble. Et du coup, effectivement, tu as fait plus un focus sur leur amitié que sur le drame, entre guillemets. Du coup, c'était un des choix pour la couverture. Alors ouais, parce qu'en fait, est-ce que je l'ai encore? Non, je ne vais pas la montrer. Non, parce qu'en fait, déjà, elle n'est pas là. Mais en fait, en gros, la première couverture que j'ai faite, elle était très sombre et tout, avec une des héroïnes de face dans un miroir, etc. Et à raison, l'équipe de Glénat m'a dit elle est très belle de couverture, on ne parle pas de beauté ni rien, c'est juste qu'on va croire à une histoire de fantôme. Ce qui est vrai, et c'est pas une histoire de fantôme. Alors même si on les appelle les Ghost Girls, c'est pas une histoire d'horreur.
Et ils m'ont dit, je pense qu'il faudrait retaper la couverture parce que là, on n'est pas bon. Et je me suis dit, mais en fait, effectivement, ce qu'on veut, ces femmes, elles sont lumineuses, sans mauvais jeu de mots. Elles sont lumineuses, elles ont la joie de vivre et tout. Et j'avais envie de faire une couverture hyper lumineuse où on les voit, elles, telles qu'elles sont, en fait. Donc, en fait, c'est un peu un parti pris, un pied de nez, sachant qu'en plus, quand on se met dans le noir, elle brille et on voit tout le côté assez macabre quand même, parce que la couverture est phosphorescente, donc on peut voir ce qui se cache dans le noir. En fait, justement, c'est toute l'ironie du radium, c'est qu'il tue sans se faire voir. Et voilà, il tue en souterrain. Donc voilà, c'est vrai que élaborer une couverture, c'est toujours très compliqué. Tous les auteurs le diront. Pour moi, la couverture, c'est comme quand on apprenait au lycée. Il fallait faire, quand tu faisais une disserte de philosophie, on te disait de faire l'introduction en dernier. Et ce qui est vrai, ça veut dire qu'il faut réussir à synthétiser en une image et donner envie et catcher les lecteurs pour qu'ils aillent voir à l'intérieur. Une couverture ratée, ça peut te détruire complètement l'avenir d'une BD. Donc, c'est quand même un sacré poids à chaque fois. Et du coup, tant qu'on parle du dessin aussi, comment tu t'es entraîné pour obtenir ces effets un peu de lumière, de phosphorescence qu'on a dans l'album? C'est-à-dire que les planches que tu as fait donc au crayon aquarellable, on sent bien le côté justement lumineux. Je mets à l'écran là des planches où on voit le radium qui irradie sur les mains des jeunes femmes. Ah, sur les mains? Oui. Alors, eh bien, il y a un truc qui s'appelle Photoshop. Donc, en vrai, non, en fait, j'ai un peu bossé le halo lumineux fait sur les planches originales, on peut les voir. Mais le halo, il n'est jamais aussi fort que ça. En fait, là, c'est très diffus et tout. Donc, globalement, je les ai tous très souvent renforcés. Il y a beaucoup de retouches Photoshop, notamment sur le clean, parce que quand on bosse en tradi, il y a toujours des petites pétouilles, des trucs qui sont tombés, machin, etc. Et j'ai boosté pas mal de halos lumineux à des endroits et tout. C'est bien que tu me dises que on a l'impression que c'est des originaux, comme ça veut dire que j'y suis pas allée trop gros sabot. Ah, c'est le risque souvent de Photoshop. Hein. Tout le monde peut y aller trop gros sabots, puis t'arrives et tu fais j'aurais pu limiter un peu, quoi. Ce qui marche bien, je trouve, c'est qu'on voit bien les traits de crayon, donc ça maintient un peu l'illusion. Et d'ailleurs, sur les traits de crayon, tu as une manière de faire ça avec des motifs géométriques. Je trouve qu'il y avait aussi ça un petit peu dans le vrai sexe de la vraie vie. Est-ce que ça aussi, c'est une manière que tu le fais spécialement ou c'est naturel de travailler comme ça par géométrie les couleurs? En fait, ça aussi, c'est une technique que j'ai développée, mais avec un autre médium, parce que pendant un bon moment, j'ai bossé au Pro Marker. J'aimais, en fait, j'ai développé, j'ai des potes qui appelaient ça des ombres en tranches, tu sais, faire des tranches. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a vraiment un truc, je trouve que les ombres géométriques dynamisent beaucoup par exemple les visages, les ombres tout simplement. Par exemple, à un moment, elles s'engueulent en face et au final, l'ombre devient limite une projection d'engueulade. On a la sensation de sentir les mots qu'elles se balancent à la gueule. Et je sais que moi, j'aime beaucoup en fait ces systèmes de géométrie parce qu'ils permettent de créer des lignes et de dynamiser les cases pour pouvoir en plus créer des lignes de force pour renvoyer vers l'un et vers l'autre. Donc si, c'est quand même, c'est souvent assez travaillé, tu vois. Puis il y a pas mal, en fait, il y a, comment dire, je me suis beaucoup inspirée, par exemple, en fait, il y a beaucoup de tableaux constructivistes qui ont été très utilisés pendant, par contre, la dictature sous Mussolini, mais bon, globalement, le constructivisme utilise beaucoup. Alors eux, ils y vont à fond. Hein. Moi, j'y vais pas autant. Mais en fait, c'est beaucoup des lignes, des tranches, et ça fait que t'as l'impression que le truc il tremble, il bouge, tu vois. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose qui me permet aussi de construire les cases et mes personnages aussi.
Et du coup, il y a aussi dans ta BD, tu as fait beaucoup de place aux pleines pages, à l'intérieur d'autres pages où il y a beaucoup de dialogue. Comment tu as travaillé un peu le découpage? Comment tu as séquencé un peu ce rythme pleine page, dialogue, pleine page? Bah, en fait, c'est marrant parce qu'il y a merde. Ah oui, en fait, il y a un film dont je ne pourrais même plus raconter l'histoire parce que je m'en souviens plus, mais avec Mathieu Kassovitz qui s'appelle L'ordre et la morale. Et en fait, je me souviens même plus de l'histoire, hein. Mais au fur et à mesure, il a un espèce de gong qui rythme le film pendant tout le truc. Et ça m'a vraiment marqué et je sentais que en fait ces pages là c'est ce genre de gong en fait qui annonce quelque chose de grave qui arrive imminent et qui renforce un peu la peur parce que la première fois qu'elle arrive la première page qui arrive tu t'y attends pas, tu te dis juste elle a mal aux dents et puis la page d'après bon, et en fait tu finis par avoir peur, en fait ça crée une sorte de peur. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de rythmer le cette bascule. En fait, il y a une bascule au milieu du bouquin où ça passe du ça se passe très bien, ça se passe très mal. Donc, en fait, ces pages-là, et puis c'est marrant parce que moi, je les ai construites un peu au feeling. Et beaucoup de gens finissent par avoir leur propre interprétation de ces Hmm. pages. Certaines personnes y voient quelque chose de pénitencier, certaines personnes y voient quelque chose d'icône, tu sais, des icônes Ouais. religieuses, des icônes saintes. C'est marrant parce que vraiment, il y a ce truc-là où elles se. En fait, moi, ce que je voulais montrer, c'était comment elles se font. En fait, elles se font détruire en fait de l'intérieur. Mais c'était de le montrer visuellement, en fait, l'impact du radium, parce que bah, c'est un peu compliqué. Hein, tout se passe. Le principe des radiations, hein, tout se passe par l'intérieur. Donc moi, ce que je voulais, c'est que c'était une sorte de gong qui rythme le récit et qui montre qu'elles se font mais briser de l'intérieur, mais moralement et physiquement aussi, parce que la société de l'époque aussi les broyait. Ouais, là, je le montre à l'écran, tu es en train de parler des planches où on voit ces femmes Ouais, avec leur corps un peu déstructuré géométriquement. Et yes. donc là, c'était pour séquencer un peu ces femmes malades. Et ça, tu les as fait au fur et à mesure ou tu les as préparées à part pendant le dessin? Est-ce que tu as fait tes planches dans l'ordre ou tu as fait ces séquences-là particulièrement? Bah, c'est marrant parce que moi, je comprends pas comment les auteurs de BD, ils bossent en. Je sais pas comment on peut réussir à faire sa BD sans que ça soit dans l'ordre. Je suis obligée de bosser, moi, planche 1, planche Ok. 2, planche 3. Et sinon, j'y arrive pas. Et je sais pas comment les autres ils font. Donc, oui, je les ai vraiment fait dans l'ordre. En fait, mon premier, à la limite, attends, parce que clairement, ça, c'est les. Je t'ai sorti ça, mais en gros, ça, c'est la Bible, c'est ma Bible. Donc, en fait, c'était les lines et tout. Vous allez tout voir à l'inverse, mais en fait, c'est tous les lines de la bande dessinée. Donc, elles étaient toutes. Ça veut dire que tout ça, c'était déjà dessiné, en fait. Et après, j'ai passé les planches au tradi. Donc, ouais, je les ai toutes faites dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai fait tout le storyboard dans l'ordre chronologique, tout le, tout le line au noir, et après, tout le crayon couleur. Et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, hein, parce qu'en fait, au final, très souvent, les personnages, ils bougent tu le vois, en fait, les personnes qui bossent dans le chronologique, c'est que souvent, la première page, le premier personnage est de début et le personnage de fin, il a bougé. Au niveau de. Il s'est affiné ou il y a des trucs qui se sont stabilisés. Voilà. Et ça, du coup, tu nous as montré à l'écran donc ton document de travail. C'est parce que tu as travaillé d'abord sur la tablette graphique et après tu es passé au crayon de couleur. Comment Ouais, tu bosses en fait? ouais, c'est comme ça. Je bosse sur Procreate, genre parce que le retour en arrière, on adore. Et puis, ça permet d'avoir des rêves graphiques à côté. Ça permet aussi de, quand tu n'arrives pas à faire une main, tu te prends en photo et puis tu décalques dessus. Parce que oui, ce n'est pas triché. Le décalcage de triche n'est pas triché. Il y a un nombre incommensurable de dessinateurs qui font ça. Parce qu'il y a des moments, tu vas pas, juste pour la beauté du geste, passer 15 ans à faire une main que tu n'arrives pas à faire. Donc Hmm. voilà. Le but, c'est de démystifier un peu tout ça. Et après, ces planches-là, je les imprime, je les passe à la table lumineuse. Et après, je bosse ma planche originale sur la table lumineuse, en fait. Donc voilà, Et au final, du c'est coup, ça le tu procès. refais plusieurs fois les mêmes planches. Du coup, Ah ouais, bah ouais, parce qu'en plus, si tu pars du principe que je l'ai dessiné au storyboard, après, je l'ai fait au line noir, après à l'original, et après, je suis repassée dessus pour le numérique. Hmm. Chaque planche, je les ai faites 4 fois, en fait. Et du coup, au final, ça t'a pris combien de temps du coup pour faire cet album?
Alors, si on compte, je dirais, en fait, j'ai pris. C'est un peu compliqué à quantifier comme ça parce que il y a le moment où j'ai travaillé avant que ça soit signé, puis après, etc. Et puis que j'ai pris des boulots entre temps, j'ai fait des vidéos pour ma chaîne YouTube, des boulots à côté. On va dire à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, mais ça a mis 3 plombes à sortir. Mais c'est pas de ma faute. Ah oui, parce qu'il y a eu l'effet confinement du coup. Bah même avant ça, genre, en fait, je les ai sortis. Putain, je finis par plus savoir, j'ai aucune notion du temps. J'ai fini toutes mes planches en juillet 2019. Oui, ok. Ça devait sortir en avril 2020. Déjà, de base, j'avais terminé bien avant ce qui était prévu, quoi. Et donc voilà, donc déjà, quand j'ai sorti mes planches et qu'on m'a dit c'est avril 2020, j'ai fait what? Non, 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 vous allez le sortir maintenant. Donc forcément, Glénat avait ses raisons. Et puis Glénat a un calendrier aussi de sortie. Hein, tu t'amuses pas à sortir n'importe quand. Et puis Karma est une collection qui se lançait, donc il fallait que derrière ça suive. Et après, bam, confinement que nous connaissons tous. Et donc ça a été reporté à août. Et du coup, là, elle est sortie en août. Il y a eu une exposition de certaines de tes planches. La BD a été réimprimée. Est-ce que tu as fait quand même des séances de dédicaces? Ah ouais, ouais, hop. Mon mois de septembre, en fait, tout a été rentré au chausse-pied parce que fallait dédicacer pendant le temps. On savait pas combien de temps, si on allait avoir un lockdown ou pas, tu vois. Donc ça a été très intense. Ça veut dire que je suis partie sur les routes quasiment pendant, il me semble que genre en un mois, j'étais genre à peine 10 jours chez moi, quoi. Ouais. Donc j'ai fait pas mal de séances de dédicaces, etc. Bon, en faisant les séances de dédicaces avec plexi, masque et gel hydroalcoolique, c'est quand même bien particulier, mais c'était aussi cool que fatigant. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Bah, après ça s'est complètement arrêté. Je sais pas si ça va reprendre et tout, notamment avec les festivals, mais c'est très incertain tout ça. On sait Oui. pas trop en fait. Et du coup, je te posais cette question sur les dédicaces aussi, parce que toi, tu fais beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de Twitch. Tu as l'habitude d'avoir des retours. Et est-ce que là, tu as eu des retours un petit peu différents, le fait que ça soit sur un album papier, parce que tu fais beaucoup de choses en numérique. Est-ce qu'il y a des choses différentes par rapport à ce que tu as d'habitude sur cet album? Ah, sur l'album, bah déjà là, c'est une histoire longue, tu vois, par rapport à. En fait, en plus, cet album, je l'ai bossé sur Twitch. C'est ça qui, genre, j'ai vraiment fait énormément de planches sur Twitch, donc ça, c'était vraiment chouette. C'est ce qui m'a permis de survivre, hein, clairement. Parler à des gens, même s'ils sont pas à côté de moi, c'est pas grave. C'est ce qui m'a permis de survivre. Après, ce qui est très différent, c'est que bah forcément, quand tu vas en dédicace, tu rencontres les gens. Tu permets, enfin là en l'occurrence, tu permets de faire, comment dire, je dirais pas que je réhabilite les Radium Girls parce que je suis pas toute seule à le faire et on va dire que je rajoute ma brique à l'édifice, tu vois, genre donc voilà, le but c'était de reparler de cette histoire qui est très très actuelle. C'est terrible, elle est très actuelle sur la lutte des classes, sur la lutte féministe. Voilà, quand on se retrouve avec une planche, je pensais pas que la planche où Molly, donc c'est une des héroïnes, se fait mesurer le maillot de bain. Je pensais pas qu'on allait avoir pile au même moment de ma promo. Hop, la tenue républicaine, on fait chier les gamines avec des crop tops parce que c'est pas une tenue républicaine. 100 ans pile, ça faisait 100 ans pile entre Molly et les ados qui venaient en dédicace et qui me disaient, un policier m'a dit de me rhabiller. Enfin, je rigole, mais ça me fait pas rire du tout. J'ai juste envie de tout cramer, moi. Mais donc, c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment ce côté-là. En fait, le récit historique. Après, oui, effectivement, la grosse différence entre le papier et le numérique, c'est que il y a des gens en face. Oui, oui. Et puis aussi, il y a une portée différente. Puis j'ai Glénat derrière qui a fait une promo, voilà, une promo conséquente, etc. Donc c'est la portée en fait qui est très grande aussi. Enfin, qui est différente parce que sur les réseaux sociaux, la portée est très grande aussi. C'est très démocratisé, mais c'est pas pareil.
Mais et justement, oui, moi je trouve que c'est une BD très actuelle. Donc tu as parlé du passage du maillot de bain. Et puis il y a une autre planche aussi qui est assez frappante. C'est la planche où on voit les ouvrières en bas et les hommes en haut, les scientifiques en haut. Est-ce que là aussi, comment tu as bossé graphiquement? Parce que je trouve que ça, il y a plein de symboles, il y a plein de choses comme ça qui transparaissent. Comment tu l'as bossé ça dans ton storyboard en amont pour montrer ces planches qui sont hyper frappantes en fait avec. Ben, en fait, c'est marrant parce que ça a été, en fait, j'ai mis très longtemps avant de faire mon découpage. Alors attends, je vais te montrer aussi, je vais en fait, vu que j'ai beaucoup bossé le scénario, où j'ai dû le reprendre et cetera. Moi, j'avais qu'une chose, c'est que j'étais un string tendu, tu vois? J'avais envie de dessiner, j'en ai rien à foutre d'écrire. Moi, je veux dessiner. C'est pas vrai, j'adore écrire, mais bon, voilà. Et c'est vrai que au moment où je me suis dit ok c'est bon, j'ai mon scénario et tout, bah le découpage il s'est fait hyper naturellement. Donc ben attends, hop, je vais vous montrer. Alors on y voit très bien l'urgence en fait, parce que c'est très très mal dessiné. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être voilà, c'est des bonhommes patates, etc. Et je pense que je peux te retrouver la planche où tu sais laquelle c'était? C'était la planche combien? Attends. Ah non, là regarde. Hop, elle est là, la planche dont tu parles, Ah oui, tu vois. Donc en fait, je l'ai eu assez rapidement, mais parce que le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas eu grand-chose à inventer, ouais. parce que les hommes étaient véritablement à l'étage en train de synthétiser la radium pendant que elle peignait en le mettant à la bouche en dessous. Hmm. Donc l'image elle est forte, mais c'est parce que la réalité est encore pire. Tu vois, j'ai pas besoin, comment dire, j'ai pas eu besoin d'enjoliver la réalité. La réalité a été déjà affreuse. Enfin, j'avais pas besoin d'en faire des caisses. J'ai juste eu à imaginer des cadavres en faisant ouais c'est horrible. Et ben je vais le montrer tel que c'est en fait. Hmm. Et du coup, on a parlé pas mal d'étapes. Qu'est-ce que c'est le moment que tu as préféré dans tout ça, dans toute la construction de l'album, du début à la fin? Mmh. J'ai adoré le découpage. C'est pourtant habituellement, bah, c'est parce que je l'attendais tellement. Après, il y a plein d'étapes qui sont hyper agréables et tout. J'ai adoré le découpage. J'ai adoré les premières planches que tu dessines où tu es tout content. Ah oui, c'est bon, on se met à faire le tradi. Même si elle est quand même très angoissante parce que ces premières planches, c'est ce qui lance la machine. Ça veut dire que les procédés que tu vas utiliser sur la première planche, tu vas pas pouvoir tu vas pas pouvoir vriller complètement un autre procédé à l'arrivée. Bon, au début, tu as la joie, et puis au bout de la 7e planche, tu te dis ah, j'en ai 120 à faire, je vais mourir. Mais on va dire qu'il y a plein d'étapes qui sont vraiment, vraiment cool, que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que c'est un peu compliqué de dire ça parce que c'est un mélange de comment dire, de bonheur, de fatigue, de stress, enfin tout est assez mélangé et tout. Mais bah, vu que je me souviens très bien du découpage qui s'est fait en très peu de temps, donc voilà, en une journée et demie à tout péter, et ben bah voilà quoi, je me souviens ça comme si c'était une lune de miel parce que c'était moins fatigant. C'est pour ça. Et on a parlé, oui, de vidéos de ta chaîne YouTube et de Twitch. Est-ce que pour toi, c'est important de partager ton expérience en fait? C'est pour faire quoi? C'est plus pour te motiver ou pour échanger? Pourquoi du coup tu t'en fais autant? En vrai, en fait, c'est surtout que je fais des vidéos. Bon, pas, il y a plein de trucs différents sur la chaîne YouTube, mais souvent je fais des vidéos pour comment dire, désilitiser, enlever les clichés qu'on a sur le dessinateur ou la dessinatrice bohème qui regarde par la fenêtre, enfin, et qui vit d'amour et d'eau fraîche. Enfin, au bout d'un moment, non. Absolument pas. Et aussi pour donner des cartes, par exemple, à des futurs dessinateurs, dessinatrices, leur dire non, ce n'est pas normal, non, c'est plutôt c'est normal d'avoir des conditions décentes pour travailler. Oui, il faut se battre. T'inquiète pas, effectivement, l'administratif c'est chiant, tout le monde ça nous fait chier. En fait, le but c'est de donner des cartes pour certains aider, pour d'autres vulgariser en fait
ce qu'est être autrice de bande dessinée en 2020, par exemple. Et moi, au tout début, quand j'ai lancé ma chaîne, c'est parce que j'en avais marre de répondre toujours aux mêmes questions. Au début, je me suis dit, bon, tout le monde me pose la question de c'est quoi mes crayons de couleur. Je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi j'utilise ces crayons de couleur-là, pourquoi machin. Et puis en plus, ça va faire de la vue, ça va se monétiser un peu. Hop, j'aurai un petit peu d'argent qui tombera en même temps et puis basta. Et au final, j'ai vraiment pris goût parce que bah, c'est chouette, il y a l'interaction avec les gens. Allez pas croire que je fais ça pour l'argent parce que la monétisation YouTube, c'est de la merde. Oui. Mais c'est vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce format-là et puis ça permet. Bah aussi, ça m'a permis. J'ai appris à monter, à cadrer, voilà, un peu toute seule parce que c'est pas du tout ma formation. Le but, ouais, c'est surtout de démocratiser un peu tout ça, même pareil pour les pubs. Tu vois, moi à la base j'ai une formation aussi de graphiste publicitaire. En fait, et en fait, bah genre voilà, débunker des pubs pour pas rester passif et tout. Il y a un petit côté, ouais, arrêtons de rester passif et si on a, enfin, le but, tout le monde ne doit pas monter au front. Hein. Oui, oui. Chacun fait ce qu'il peut à son échelle. C'est surtout ça, en fait. Si tu peux faire quelque chose à ton échelle, fais-le. Tu vois. Et du coup, oui, tu C'est donnes plutôt ça. beaucoup de conseils aux jeunes auteurs. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aurais aimé avoir et où tu as pioché, toi, tes conseils pour démarrer? Quand tu t'es lancé Bah, j'ai galéré, comme tout le monde. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de ressources aujourd'hui. Hein. Et encore, moi aussi, j'avais quand même pas mal de ressources, même à l'époque, parce que bah, j'ai 30 ans. Et quand j'ai commencé, je me suis lancée en freelance. Je devais avoir. J'ai commencé à faire du freelance vers 23 ans. 22 ans. Et 22 ans, ouais, après, parce que j'étais salariée chez mademoiselle.com à l'époque, où j'étais graphiste, graphiste DA, hein, clairement. Ouais. C'était plutôt ça. Et donc, bah, j'avais de la ressource, etc. Mais en fait, je me dis qu'il y a des moments, il manquait de la synthétisation. Il y avait, genre, j'arrivais pas à savoir, par exemple, si on pouvait vraiment vivre de la bande dessinée Ouais. ou des choses comme ça. J'arrivais pas à avoir des retours. Puis comment on fait administrativement. Donc, j'ai dû grappiller, entrecouper les sources, des choses comme ça. Donc ouais, moi si je fais des vidéos, c'est aussi pour faire des coups de coude à la Cyrielle du passé qui a galéré à trouver des informations. Après, je suis pas non plus le SAV de l'URSSAF. C'est surtout Ouais. ça en fait. Parce que on a tendance à le croire. Par moment, je suis en mode genre non, je suis pas payée par l'URSSAF pour faire du SAV, mais par contre, si je peux donner des cartes pour tout le monde et que ces personnes aient juste un peu plus de cartes pour comprendre un peu plus facilement et faire leurs recherches plus facilement, là c'est ok. Bah, ça, bien sûr. Le but c'est que ça fasse un peu moins peur. Voilà. Ouais. Genre, mes vidéos, elles sont là juste pour que ça fasse un peu moins peur. Et ce qu'on voit aussi dans tes vidéos, c'est le côté aussi assez éclectique. Tu fais des illustrations animées, tu fais donc à l'ordi de manière plus classique. En fait, tu pratiques tous les jours dans des carnets. C'est quoi un peu tes routines Je suis pas du tout une meuf qui fait du croquis. Je Ouais. déteste. Le croquis in situ, ça me saoule. Je déteste ça. Vraiment, le truc comment dire, du dessinateur avec un carnet de croquis qui dessine ce qu'il a en face de lui. C'est mon enfer. Je déteste ça vraiment. Même si je reconnais que c'est très très formateur et que j'en ai fait beaucoup quand j'étais à l'école. Mais maintenant Ok. mais moi, ma routine, bah, ma routine, c'est que déjà, quand j'ai des périodes où je suis sous contrat, etc., je dessine plus pour moi quasiment. Hein. Hmm. Pendant Radium Girl, faire un dessin pour moi devenait très compliqué, tu vois, parce que bah, j'avais pas le temps. Et quand j'avais du temps, j'avais envie de faire tout plein d'autres choses que de dessiner, en fait. Quand ta passion, ça devient ton travail, et ben c'est bizarre. Bah, quand tu as envie de te détendre, tu dessines pas. Tu sais, tu Ouais. vas faire ton jardin, tu vas faire du BTP, tu vas peindre des murs, mais tu vas pas dessiner. Donc moi, j'ai pas spécialement de routine.
Juste là, par exemple, en ce moment, je fais des encres parce que j'aime ça et que je trouve ça cool et que je développe d'autres choses qui vont m'amener à potentiellement être utile plus tard sur d'autres projets et tout. Mais voilà, c'est surtout... en fait, c'est un travail. En fait, moi, j'approvisionne l'eau à mon moulin pour le moulin, mais le moulin, c'est mon travail. Donc, le but, c'est que souvent, mes recherches, elles se font dans ce but-là. Après, je dis pas que je dessine pas pour mon plaisir. Hein. Par exemple, il y a des moments, j'ai un carnet très très mal dessiné qui raconte ma vie et c'est juste moi, ma vie, mon œuvre, juste pour avoir un carnet intime en fait. C'est très moche, mais ça me permet de lâcher mon trait dedans et de dessiner à l'arrache et tout. Mais voilà, j'ai très peu, genre je remplis pas de carnets. J'ai beaucoup de carnets qui sont pas remplis. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi les auteurs un peu qui t'ont inspiré, soit qui t'ont donné envie de faire de la bande dessinée, soit qui t'inspirent graphiquement ou pour travailler? T'as 2 heures? Oh là là, il y en a plein. Par où commencer? Je vais te les balancer comme ça. Hein. En fait, il y a, si je devais catégoriser, par exemple, comment par où commencer? Déjà, derrière moi, j'ai toujours des BD. Souvent, j'ai des BD qui, voilà, j'ai beaucoup d'auteurs fétiches. J'aime beaucoup, genre Cyril Pedrosa que tu as fait passer, Oui. qui est passé juste avant, dont son travail est, enfin, c'est une claque. Manuel Fior, mais aussi le travail de Aude Picot. Il y a là, par exemple, derrière moi, qui est pour moi pas assez connu. J'ai In Humus de Linnea Stern, magnifique, Linnea Stern, non pas Stern, Stert. Voilà, qui pourrait s'apparenter à un crossover entre Moebius et Miyazaki, sachant que Miyazaki s'est beaucoup inspiré de Moebius, mais enfin oui, ils se sont auto-inspirés. Ouais. Bon, Moebius, bien sûr, magnifique. J'aime beaucoup aussi Winsor McCay qui fait Little Nemo. Ça, c'est bon à lire avec le regard. Enfin, en 2020, lire du Little Nemo, ça pique un peu parce que y a beaucoup de trucs très racistes, Ouais. choses comme ça, parce qu'il faut se souvenir que quand même ça a son âge. Donc bon, tu te dis ok, c'est un gars de cette époque-là qui a écrit ça. Hein. Ouais. Il y en a plein. Bon, Pénélope Bagieux, bien évidemment, hein, parce que elle est ouf. Myrion Mal, je peux citer pendant des heures. Il y a vraiment beaucoup de choses. Par exemple, derrière moi, j'ai Mucha, qui, voilà, l'art nouveau, l'art déco aussi sont vraiment très inspirants. Enfin, l'art déco, c'est pas étonnant, c'est que ça revient toutes les décennies, ça revient, parce que c'est vraiment... il y a un truc, quoi. Ça va revenir. Après, je regarde autour de moi. Par exemple, là, j'ai cet été-là je sais plus si elles sont sœurs ou de la même famille, mais des des cousines, Tamaki. je crois. Ouais, des cousines. Des cousines. Ouais. Voilà, Tamaki, Mariko et j'arrive pas à lire. Gillian. Voilà, il y a plein. J'en ai plein là. Il faudrait que je fasse une liste complète et que je fasse un Google Doc. À chaque fois, vous pouvez retrouver un Google Doc. Pas mal. À télécharger à la fin de la vidéo, retrouver le Google ouais, Doc. Mais grave. Je devrais faire ça en fait, pour centraliser tout. Et du coup, donc on a dit Radium Girl, ça t'a pris donc sur une période de 3 ans, à peu près 1 an et demi. Et maintenant que c'est fini, du coup, tu es déjà parti sur d'autres projets? Oui, mais je peux pas en parler. C'est pas encore signé, mais oui, j'ai. Alors c'est marrant hein, parce que pareil, je dédicaçais avec des potes et ils me disaient ah mais ça fait 1 an. Tu sais, entre le moment où tu as fini tes planches et que c'est sorti, ça fait 1 an. T'as terminé une autre BD entre temps. Et je suis genre non. Non. Il y a vraiment, il y en a qui arrivent et je les envie un peu, mais moi tant que c'est pas sorti, j'ai du mal à faire une passation Déjà, tant que la BD n'est pas sortie, je suis un peu en stand-by. Je fais autre chose, hein, parce qu'il faut bien manger, tout simplement. Mais c'est juste que j'arrive pas à faire une autre BD tant qu'elle est pas sortie. Et puis surtout, il y a un côté très vicieux. C'est que quand la BD, elle sort, on enchaîne après à la communication.
Oui. La com, les dédicaces, les festivals, etc. Et donc, va bosser quand du jeudi au dimanche, tu es sur les routes à faire les dédicaces, les festivals, etc. Donc ça aussi, c'est très dur. Mais moi, je sais que l'attente, elle a été infernale. Hein. Moi, je me suis pris un coup, vraiment un coup au moral quand je me suis rendu compte que j'avais commencé cette BD, j'avais 27 ans, elle est sortie, j'en avais 30. J'étais genre, wow. C'est quand même, enfin, tu te dis, j'ai passé 3 ans de ma vie, j'ai fait que ça, alors qu'en fait, c'est pas vrai. J'ai fait plein d'autres choses entre temps. J'ai aussi bossé sur des collectifs, etc. Et même d'autres choses pour des clients. Mais c'est vrai que c'est aussi ça. La BD, c'est lent. Et oui. C'est long. Et tu as l'impression que quand Pénélope Bagieux, elle disait un truc très intéressant dans un podcast, elle disait, on a l'impression que quand on commence un projet, et ben après les gens ils viennent te voir, pas forcément des gens du métier, ils disent alors t'es sur quoi? Et bah tu dis bah je suis toujours sur je sais pas Radium Girl. Ils font mais quoi mais encore? Bah oui bah excuse-moi. Genre bah oui ça fait 6 mois je suis encore dessus et je vais y être encore pendant 6 mois voire plus donc et il y a vraiment un truc où t'as l'impression de faire du stationnaire au niveau des projets, au niveau des autres quoi. Et c'est quand même dur, c'est dur en fait pour cette société où tout va très vite, tout plein de projets en même temps, tu vois, c'est un Et oui, peu c'est ça, parce que la société est rapide, du coup, les projets autant longs, c'est délicat à Bah montrer. Ouais. ouais, après moi je sais que j'ai des potes qui sortent des BD en 4 mois. Bon, faut pas trop voir l'état dans lequel ils sont. Mais voilà, moi je sais que en tradi par exemple, tu peux pas, c'est impossible de faire ça. Et globalement, voilà, c'est quand même très dur. C'est vrai que c'est des projets au long cours, quoi. Et ce qui arrive souvent, c'est est-ce que quand tu dessinais la fin, que tu arrivais à la fin des planches, tu pensais déjà au futur projet? Est-ce qu'il y avait ce côté-là de projection? Non, tu étais vraiment dedans à 100%. Non, et puis en plus, j'avais un affect, tu vois. C'est les premiers personnages auxquels je pouvais m'attacher, tu vois. C'est les premiers personnages où quand je suis en dédicace, je fais tu veux laquelle, tu Ouais. vois. Et c'est vraiment, j'ai vraiment eu un affect et un affect pour ces personnages qui au final sont des personnes, mais bon, c'est des personnages que j'ai apposés dessus parce que autant autant elles ont vraiment existé, autant j'ai brodé de toutes pièces leur caractère. Parce que l'histoire se souvient des faits, enfin, si tant est qu'elle ne soit pas réécrite, mais l'histoire se souvient des faits, mais pas des émotions. Donc oui, je savais que par exemple Grace, c'était elle qui avait trouvé l'avocate, c'est elle qui avait été proactive, donc qui était un peu plus frondeuse. Ouais. Mais sinon, je savais pas tellement en fait quel caractère elles avaient. Donc j'ai vu que j'ai brodé un caractère, en plus sur mes amis. Alors imagine, il n'y a pas tellement de distance au niveau émotionnel. J'avais vraiment un truc de mes bébés, ils vont partir, ils vont sauver la Chine. Non, pardon, c'est la ref à Mulan. Mes petits bébés vont partir, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là où j'ai eu du mal à le lâcher. Et je sentais de toute façon que les prochains projets, il fallait. Enfin, moi, je sens qu'en fait, il y avait une pression derrière moi qui était genre, bon, est-ce que tu fais un autre projet qui parle encore d'histoire et tout? Ouais. Il y a vraiment ce truc-là, tu vas reparler de la même chose ou des choses comme ça. Et c'est pas du tout mon caractère. Moi, je suis en mode genre, non, je vais aller à l'opposé parce que j'ai pas du tout envie de refaire la même chose et tout. Donc là, je peux pas trop en parler, mais clairement, on n'est pas du tout sur le même projet. Mais alors vraiment, prenez l'opposé, prenez l'opposé et ça sera le projet. Bon, on suivra ça. Tu as une question de Gaël qui demande, tu as cité des BD que tu as adorés, mais est-ce qu'il y a des livres que tu n'as pas aimés? Alors, Ça, c'est dur. Gaëlle, C'est dur. c'est simple, c'est que moi, je ne parle pas des BD que je n'ai pas aimés parce que étant créatrice de bande dessinée, c'est tellement dur. Imagine, Gaëlle, imagine. Moi, je te dis, j'ai commencé à 27 ans, j'ai fini à 30. Genre, j'ai passé plus ou moins 3 ans de ma vie avec Radium Girl en toile de fond. Et derrière, t'as quelqu'un qui met genre BD, 1 étoile, c'était de la merde. Genre, t'as envie de te dire, mais toi, je vais retrouver ta famille et je fais tout brûler, quoi. Donc, je préfère parler des BD que j'ai aimées. Et celles que je n'ai pas aimées, je les revends. C'est aussi simple que ça. Je préfère ça parce que c'est vraiment dur, en fait. C'est pas trop mon caractère. Donc oui, il y a des BD, bien sûr, que j'ai pas aimé pour multiples raisons. Que ça soit scénaristiquement, que si, et peut-être ça va trop vite ou des choses comme ça.
mais j'en parle avec mes potes, mais jamais j'en parlerai sur les réseaux, par exemple. Ouais, je trouve ça très bien. Et j'en profite pour dire que ça fait déjà 50 minutes qu'on discute. Donc si vous avez des questions, posez-les maintenant, le temps qu'elles arrivent, avant que ça soit trop tard. Il y a pas mal de petits mots gentils. Je les Je lis vois pas rien, tous je les vois pas, moi. à l'écran. Et je voulais te demander aussi, oui, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de Océanide aussi, parce que c'est un livre-objet Ah, assez intrigant et ouais. qui diffère un petit peu de Attends, je Radiant vais en Girls choper un. et que tu as fait en même temps par contre. Alors, ouais. Alors, attends. Je vais en choper un. Alors déjà, Océanide, j'adore faire ça. Attendez. Voilà, en gros, alors déjà, c'est les éditions Polystyrène. C'est une maison d'édition super chouette. On peut dire que c'est une micro-maison d'édition. Ouais. Les créateurs de cette maison, en plus, sont très, très cool. Et ils font, globalement, ils font beaucoup de livres-objets. Donc, des livres évolutifs, voilà. Et globalement, toujours de très bonne facture. Et ils font notamment un format ça s'appelle un Leporello. C'est le format qui s'appelle comme ça, et qui s'appelle aux collections façades. Et en gros, le principe, c'est tu dois faire forcément une façade d'un bâtiment. Après, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Et il faut que ça soit un peu séquencé. Donc, on peut le lire. En fait, il y a à chaque pliure un étage. C'est ça le principe. Et donc, moi, j'avais des potes à moi, notamment Carensac, qui avait fait le Porello chez eux. Il y avait aussi Fernandez, Aurélien Fernandez. Et puis même, je l'avais vu, et c'est globalement un très bel objet en plus. Enfin, moi, c'est toujours sérigraphié sur des beaux papiers, etc. Et ils ont toujours un micro-stand dans les festivals. Mais c'est vraiment le stand qui fait 1 m² sur 1 m², mais qui en jette tellement c'est beau. Et donc, j'étais hyper intriguée. J'étais allée les voir et tout. Et clairement, j'y suis allée. C'est moi qui les ai démarchés. Okay. J'y suis allée avec mes gros sabots en disant je vais faire un Leporello. Et ils m'ont dit ok, calmez-vous, madame. Et donc, je suis allée les voir et tout. Et en fait, c'est trop chouette parce que déjà, c'est 6 €. Donc, c'est hyper abordable. Vous pouvez. Moi, je les affiche. J'en ai un juste derrière. Est-ce qu'on va le voir? Ouais. Voilà, j'en ai un juste derrière, c'est celui de Carensac. Donc, je les affiche et tout. Donc, en plus, ça te fait une super... Ok, c'est le bazar, j'arrive plus à le remettre, non. Hop, attends, bougez pas. Donc, voilà, et donc voilà. Et donc, moi, celui que j'ai voulu faire un temple englouti, en fait. J'ai voulu, donc, d'où le Océanide, en fait. C'est pour renouer avec ma passion de quand j'étais plus jeune, donc vraiment enfant, j'adorais la mythologie grecque. Et donc je me suis dit j'allais faire un temple englouti. Et donc à chaque étage, voilà, on suit un personnage qui tombe en fait d'une galère qui se fait attaquer par l'équivalent du Kraken, hein, voilà. Et en fait, on va descendre le temple jusqu'à découvrir l'Océanide, justement, la déesse en dessous. Enfin, les Océanides ne sont pas des déesses. Hein. Ne venez pas dans mes commentaires après pour m'expliquer. Mais bon, voilà, il va descendre tout le long jusqu'à dire bonjour à Charon, qui est juste là, qui lui demande son obol pour passer le Styx. Voilà. Et vraiment, moi, j'ai kiffé faire ça, quoi. Voilà, entre-temps, c'est ce genre de projet que j'ai fait à la fin de Radium Girl, en fait. Et c'était vraiment très chouette. Et vraiment, n'hésitez pas à découvrir cette maison d'édition qui est vraiment, vraiment très cool. Ils sont hyper réactifs et tout. Bon, on n'en trouve pas forcément partout dans toutes les librairies, mais par contre, vous pouvez le commander. Ouais. Je crois que sur la place des libraires, on peut le commander maintenant. Ouais, et puis ils ont plein de livres-jeux, plein de livres. Ouais, il y a c'est trop beau, cool, ouais. Et est-ce que tu peux nous dire aussi un mot sur le Pleine Page Festival auquel tu participes dimanche? Ah, trop bien, oui. Donc, c'est Lise qui a organisé, avec toute une équipe, hein, mais l'édition du Pleine Page Festival, où en gros, elle déplorait le fait que Scoop, nous ne pouvons pas faire de festival forcément pour les raisons que nous connaissons. Et donc, elle va faire...
avec elle et son équipe et moult intervenants, faire une journée entière de live, de table ronde, de jeux dessinés, etc., avec plein d'intervenants de qualité, type Carensac, Goulet, Pénélope Bagieux, voilà, Fernandez, etc. Tout plein de gens très cool, dont moi. Et je me mets dans les gens cool, allez. Mais oui. Et donc voilà, et c'est dimanche. Et je sais plus à quelle heure ça commence. Je sais plus si c'est 9h ou 10h. Ouais, je crois que c'est 10 heures et ça s'enchaîne. Il y a un planning toute la journée, c'est pas les mêmes choses C'est ça. jusqu'au soir. Moi, personnellement, j'y serai de 11h à midi pour affronter Carensac, Camille, en dessin. Et après, j'y serai à... Où est mon truc? Parce que je vais me faire gronder. À quelle heure? À 17h pour la table ronde sur comment gérer les... Enfin, je sais plus comment elle l'a appelé, mais en gros, comment gérer une communauté, en fait. Comment gérer ses réseaux sociaux quand on est dessinateur, dessinatrice, voilà, et qu'on veut être visible sur les réseaux. Voilà. Et je serai avec Marie Spénal et Carensac, il me semble. Oui, qui font aussi des vidéos, qui sont aussi des vidéastes. Et qui sont... Mais ces vlogs, une merveille, vraiment. Globalement, son travail est une merveille. Hein. C'est courez découvrir Marie Spénal. Puis pareil aussi, Carensac. Voilà, que ces gens de talent, vraiment. En parlant de communauté, tu as des questions. Nicole te demande, est-ce que tu travailles toujours toute seule, en solo? Alors, en solo, là, dans l'atelier, ou en solo avec Je pense pour des collaborations. Pour des collabs. Ouais. Alors, pour le moment, j'ai travaillé... On va dire que je travaille majoritairement toute seule. Après, j'ai du mal à dire ça pour le vrai sexe de la vraie vie, parce que vu que c'était sur base de témoignages, clairement, j'avais des co-scripts. Ouais. Vu que c'était des bases de témoignages pour être le plus vrai possible, c'est comme si, je sais pas, il y avait 20 témoignages, c'est comme si j'avais 20 co-scénaristes avec moi. Après, j'en ai fait ce que je voulais, j'ai beaucoup remanié certaines choses, etc. Mais oui, globalement, pour le moment. Sans dévoiler de secret. Je n'ai rien dit. Nous ne pouvons rien dire, ok? Et je n'ai travaillé que seule, entre guillemets, si tant est que... voilà, tu as aussi ton éditeur, ton éditrice, ton directeur de collection, directrice de collection, voilà. Globalement, tous ces gens-là, quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la chaîne du livre, hein, même les correcteurs, les correctrices, etc. Au final, on n'est pas si seul que ça, mais sur le dessin pur, etc., oui. Et Jonathan te demande à propos justement du vrai sexe de la vraie vie, est-ce qu'il y aura un tome 3? Non. Non, c'est bouclé, c'est fini, il n'y aura pas de tome 3 et tout. On me l'a beaucoup demandé et tout, et clairement, hein, je pourrais faire 1000 tomes et tout, mais j'ai assez dessiné de full frontal comme ça. Non, j'ai vu que j'ai beaucoup dessiné à la base. Le vrai sexe de la vraie vie, c'était une chronique que j'avais sur mademoiselle.com. Donc quasiment pendant non-stop, j'ai dessiné du fessier dans tous les sens pendant 3 ans. Donc ouais, et je pense que j'ai pas fait le tour parce qu'on ne peut pas faire le tour des sexualités, et voilà. Ouais. Mais globalement, moi, j'ai envie de voguer vers autre chose, etc. Donc non, malheureusement, il n'y aura que 2 tomes. Eh bien, je te remercie. Je pense que ça sera la dernière question. J'ai plein de choses à dire avant de dire au revoir. Je vais dire plein de choses. Je vais dire que si vous voulez gagner un album de Radio Girls, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Bubble. Vous avez une chance de gagner un des 5 qui sont mis en concours. Donc allez-y, allez voir si vous voulez. Si vous voulez en savoir plus sur l'album, il y a un article sur Bubble, il y a un article sur 9art.fr. Si vous voulez savoir un peu plus, voir des planches. Si vous n'avez pas vu le début de la vidéo, il y a la vidéo qui est en replay, bien sûr, comme tous les autres lives. Donc c'est à retrouver sur notre page Facebook et sur Bubble. Et il ne me reste plus qu'à te dire merci, si beaucoup merci. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont posé des questions et merci à tous ceux qui ont mis plein de commentaires. Tu verras, il y a plein de commentaires très sympas pour toi. Ah bah j'irai voir ça. Sur les commentaires Facebook. Eh bien, je vous dis bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Salut. Salut, merci beaucoup.